on a bâti et on va développer au cours des prochains mois avec les épargnants une méthode pour bâtir son portefeuille. Parce que si la bourse était simplement aligner des lignes, en général, ça ne marche pas très bien. Je voudrais me livrer pour commencer à un petit exercice. Je vais vous faire bosser 2 secondes. C'est simple, je vais faire différents sondages. Donc je vais vous poser des questions, je vous donne les différentes réponses possibles, et puis après je les égrène, et puis ceux qui sont d'accord avec les réponses lèvent la main. C'est juste pour avoir un sentiment de salle. Première question, j'ai 4 possibilités. Qui n'a pas d'action? Qui a moins de 7 lignes en portefeuille? Qui a de 7 à 12 lignes? Et qui a plus de 12 lignes? Qui n'a pas d'action ici? D'accord? Il y a 2 personnes qui n'ont pas d'action. Donc c'est bien, puisque vous êtes venu ici, ça veut dire que vous êtes venu pour écouter, pour voir si on avait des arguments pour vous convaincre ou pas. Donc c'est l'une de nos missions. Qui a moins de 7 titres? D'accord? Qui a de 7 à 12 titres? Et qui a plus de 12 titres? Ok. Donc si je résume, à peu près, la majorité a plus de 12 titres. Deuxième question que j'ai envie de vous poser. Sur un an, en cas de crise, donc si j'évoque un risque extrême, selon vous, combien peut-on perdre sur le marché immobilier? Je vous donne différents chiffres. Le premier, ça sera 0. Après, je vous dirai de 0 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9 ou plus de 9. Qui pense qu'en cas de risque extrême, on peut perdre 0? Qui pense qu'en cas de crise extrême, on peut perdre de 0 à 3? 3 à 6, 6 à 9, plus de 9. Donc si je regarde entre les 6 à 9 et les plus de 9, on doit être à peu près, je vais dire aux alentours de 8 à peu près de risque de perte escompté sur le marché immobilier. Juste pour l'anecdote, aucun d'entre vous n'est propriétaire du marché immobilier dans son ensemble. Par définition, le risque sur un bien est bien plus important que sur le marché en général. Donc sur votre résidence principale, votre résidence secondaire ou vos investissements locatifs, la réalité des chiffres est plus importante. Troisième question que j'ai envie de vous poser. J'imagine que la plupart d'entre vous a une voiture, conduit, et quand vous conduisez, vous regardez comment conduisent les autres. OK? Et donc, vous dites, celui-là, il conduit comme un pied, ou il conduit bien. Donc je vais juste vous poser la question, est-ce que vous avez le sentiment de mieux conduire ou de moins bien conduire que la moyenne? Alors, qui pense qu'il conduit moins bien que la moyenne? D'accord, c'est bien. Qui pense qu'il conduit mieux que la moyenne? Voilà, il y a donc une très grande majorité qui pense qu'il conduit mieux que la moyenne. Parfait. Vous dites que... Non, je vous ai dit que nous aussi, on va vous présenter l'investissement boursier de manière un peu non conventionnelle, nous aussi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Premièrement, la conviction qu'on a, c'est que les actions, c'est un placement pour tous. Il s'avère que dans tout ce que je fais, je participe à un certain nombre de groupes de travail à Paris sur l'épargne. Et j'adore parce que vous avez toute la place, vous avez tous les professionnels qui n'ont que 2 mots à la bouche, l'épargne courte et l'épargne longue. Et moi, je leur dis, vous arrêtez avec ça. Parce que je ne sais plus ce que c'est que de l'épargne courte, je ne sais plus ce que c'est que de l'épargne longue. Qu'est-ce qui différencie l'épargne courte de l'épargne longue? Alors, premier élément, on va dire, c'est la liquidité. L'épargne courte, elle est liquide. Bon, moi je veux bien ça comme argumentation, mais mon contrat d'assurance vie, mon assureur qui me l'a vendu, il me dit bien que je peux récupérer mon argent à tout moment. Autrement dit, si le critère c'est la liquidité, l'assurance vie, c'est un placement de court terme. Or, dites ça à un assureur que c'est un placement de court terme, il va vous dire non, non. Alors, deuxième élément qu'on va vous dire, attendez, la différence qu'il y a entre le court terme et le long terme, c'est que sur le court terme, il n'y a pas de risque. Parce que c'est la caractéristique d'un placement court terme. Ah ouais, mais le fonds en euros que vous plébiscitez sur un contrat d'assurance vie, on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de risque. Ben si. Donc si on tient cette logique-là, ça veut donc dire que l'assurance vie, c'est un placement de court terme. Et là encore, mes amis assureurs vont finir par râler. La réalité des choses, c'est que court terme et long terme, ça ne veut plus rien dire, et en particulier parce qu'il est très compliqué dans un environnement où on a des risques partout, d'avoir sa voiture qui lâche, de tomber malade, d'avoir besoin d'aider les enfants qui sont en difficulté. On a de plus en plus de mal à se projeter dans le temps.
Donc moi, je dis la chose suivante, je dis à mes camarades à Paris, vous oubliez ça. Vous oubliez le court, vous oubliez le long, et il va falloir penser différemment. On va définir deux poches dans notre épargne. On va dire l'épargne de précaution d'une part et l'investissement d'autre part. L'épargne de précaution, je m'amuse parce que j'aime bien travailler la place à rebrousse-poil, à défendre la défiscalisation du livret A. Tous les banquiers, tous les assureurs sont en train de râler contre la défiscalisation du livret A. Je leur dis, mais non, c'est formidable que le livret A il soit défiscalisé. Pourquoi? Parce que si mon épargne de précaution, c'est mon livret A, si j'ai ma voiture qui tombe en rade et que j'ai 100 pour payer ma voiture sur mon livret A, je n'ai pas envie qu'on m'explique, excusez-moi mon garçon, mais finalement vous n'avez pas 100 parce qu'il faut qu'on vous prenne des prélèvements sociaux, des impôts, etc. et qu'en fait on vous donne que 90. L'épargne de précaution, c'est bien qu'elle soit défiscalisée parce qu'on sait exactement le montant dont on peut disposer. Et dans ce sens-là, le livret A, aujourd'hui, c'est la meilleure épargne de précaution. Vous avez un livret A, environ 23 000 €, vous en avez deux, 46 000 €. À 46 000 €, vous avez à peu près de quoi faire face à tous les coups durs vu le système que l'on a en France. Donc, ça ne sert à rien de mettre à côté des super livrets, du fonds en euros, etc., en vous disant c'est une poire pour la soif. L'épargne de précaution, un livret A, largement suffisant. Si vraiment vous avez peur de tout, vous pouvez monter à deux, mais il ne faut pas aller plus loin. Tout le reste, c'est de l'investissement. Et dans le tout le reste, c'est de l'investissement, je vais vous donner une règle pour tout le monde, il faut 10% minimum en actions. Alors d'où vient ce 10%? En fait, on a trop tendance, lorsque l'on regarde les marchés actions, à regarder les trucs ou l'investissement en actions, à regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Qu'est-ce que va faire la variation d'un titre? Mais la variation d'un titre, c'est l'étape qui vient en dernier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la variation et la performance globale de mes investissements. Je vous ai posé la question tout à l'heure du risque extrême en immobilier. J'adore parler en risque extrême. J'ai été pendant 10 ans directeur de la rédaction de Mieux vivre votre argent, et quand on a des responsabilités comme ça, je peux vous dire qu'on a une idée en tête, c'est d'éviter d'amener les lecteurs sur un plan pourri. Je préfère rater un placement super que d'amener les gens sur un plan pourri. Et ça construit toute la logique de construction de portefeuille et de construction patrimoniale que je vous propose. Raisonnons toujours en risque extrême en se disant que se passe-t-il si les choses se passent mal? Comme je dis en plaisantant, quand on se marie, il faut déjà commencer à envisager le divorce. J'ai 10% d'actions. Si j'ai 10% d'actions, ça veut dire que je mets 90% sur mon fonds neuro de mon contrat d'assurance vie. Eh bien, dans le cas de mon risque extrême, je considère qu'en risque extrême, si on gère à peu près correctement, on peut perdre 45% sur un marché action. Eh bien, si je perds 45% sur mon marché action avec mes 10% d'actions, eh bien, en pratique, je vais perdre 2,7%. Autrement dit, nettement moins que le risque que vous m'avez donné tout à l'heure sur le marché immobilier. Et en revanche, là, puisque j'ai pris un taux sur l'épargne sans risque qui est à 2%, eh bien, si je me retrouve à avoir une espérance de gain moyenne de 7%, je vais améliorer ma performance globale à 2,5%. Donc, plutôt que d'avoir 2% sûr, je dis, j'accepte de rentrer dans une fourchette de performance qui va se situer entre moins 2,70 et plus 2,50. Et si vous prenez à peu près ce slide-là, sur l'hypothèse, je disais 8%, un portefeuille qui porte à peu près le risque du marché immobilier aujourd'hui tel que vous me l'avez défini, je pense que vous avez été gentil, mais bon, c'est votre sentiment, c'est aujourd'hui d'avoir 20% d'actions dans vos actifs financiers. Question, qui a 20% d'actions dans ses actifs financiers dans la salle? Voyez, une minorité. Autrement dit, sur la base de cette approche que je viens de vous présenter, vous êtes tous, ou en tout cas majoritairement, sous-investis en actions dans votre patrimoine. Une fois que j'ai dit ça, comment investir en actions? Est-ce que je vais réussir à le faire passer ou pas? Le voici, le voilà. Si vous avez moins de 10 000 € à placer en actions, on va faire simple, il vaut mieux faire de la gestion collective. Si vous avez plus de 10 000 €, la recommandation qu'on va vous faire, c'est d'aller plutôt vers l'investissement en actions en direct,
sauf si vraiment vous n'avez pas envie de vous en occuper. Mais si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que vous devez avoir un tout petit peu envie de vous en occuper. Pourquoi on dit ça? Parce que les SICAV, la majorité d'entre elles sont collées au CAC 40, qui n'est pas forcément l'indice que l'on préfère, et qu'en plus, on trouve beaucoup plus intéressant de s'intéresser à des boîtes et à leurs projets, et on trouve les boîtes beaucoup plus accessibles que ne le sont les SICAV. Alors, je vais donc me focaliser sur l'investissement en actions. Quelques règles d'or. Nous, on a une conviction qui est de dire qu'un portefeuille, ça doit se composer de 10 valeurs. Pas une de plus, pas une de moins. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à moins on est insuffisamment diversifié, c'est-à-dire que vous êtes actionnaire de votre entreprise, vous courez un risque extrême. Donc quand on a 2-3 lignes en portefeuille, on est insuffisamment diversifié et en pareille situation, il n'y a pas d'hésitation. Il vaut mieux aller vers la gestion collective. Ou alors, vous reprenez les hypothèses que je vous ai données tout à l'heure et vous changez mon moins 45, qui est le risque que j'avais mis tout à l'heure comme étant le risque de perte maximale, vous changez mon moins 45 en moins 70 ou moins 80%. Donc si j'ai 3 titres, mon risque de perte devient beaucoup plus important. Donc moins de 10 valeurs, on considère que ce n'est pas assez. Plus de 10 valeurs, on a un peu tendance à considérer que ça devient difficile à suivre. Donc après, si vous pouvez éventuellement monter à plus, mais il faut quand même avoir un peu de temps. Deuxième règle que j'ai envie de vous donner, c'est que vous allez bâtir un portefeuille en investissant peu ou prou la même chose sur tous les titres. Je prends cet exemple qui n'a pas un rapport avec la bourse directement, mais quand vous interrogez des gens qui font du capital risque, notamment des gérants de FCPI, vous leur dites, à terme, puisqu'ils débouclent leur portefeuille à terme, qu'est-ce qui fait la performance? Vous avez investi dans des boîtes de dynamique, en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vous disent, vous allez avoir une boîte ou 2 boîtes qui vont exploser, qui vont afficher le projet va bien marcher, ça va afficher une superbe croissance. Vous avez, donc ça c'est un petit bout du portefeuille, vous avez un nombre de boîtes qui vont correctement fonctionner. Vous avez, donc ça va être, je vais dire, un tiers. Vous avez un autre tiers, un peu plus d'un tiers, de boîtes qui vont végéter. Et puis, vous allez avoir ce qu'ils appellent le fond de cuve, c'est-à-dire des boîtes qui sont pourries et qui vont partir, qui seront siphonnées, sur lesquelles on va avoir perdu tout son argent. Et en fait, vous vous rendez compte que la performance qui est réalisée, elle est en fait concentrée sur très peu de titres. Ça justifie l'équipondération des portefeuilles. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le souvenir de proches qui regardaient, quand j'étais plus jeune et que je vivais chez moi, leur portefeuille, et qui disaient « Ah chouette, je suis content, il y a telle boîte, elle a progressé de 10% dans la semaine. » Ouais, je disais « Elle pèse combien dans le portefeuille ?» Il y a 3 titres. Donc, gagner 10% sur 3 titres, ça ne fait pas gagner de l'argent. Donc, l'idée d'équilibrer son risque, ça veut dire que la probabilité, on met tous les titres à même niveau de probabilité de contribuer à la performance globale. 10 valeurs avec un montant identique. Une règle pour chacune des valeurs, c'est d'avoir 3 raisons d'acheter le titre. On a trop souvent, lorsque l'on fait de la bourse, pour habitude de regarder les cours. Ça vaut 12, ça valait 14, donc c'est pas cher, etc. C'est la pire façon de faire de la bourse. Moi, je pense que la vraie bonne façon de faire la bourse et d'être capable de résister à la volatilité des marchés, c'est d'avoir des raisons fondamentales. Alors, les raisons, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Ça peut être le management, le développement international, le dividende, la qualité des produits, la capacité d'autofinancement. Chacun, en fonction de son prisme, va trouver ses raisons. Mais on regardera toujours ses positions par rapport à ses raisons. Je dis n'importe quoi, mais pas tout à fait. Vous avez une boîte, vous
allez sur cette boîte-là, vous trouvez que le management, il est génial. Et puis, un beau jour, le management s'en va. Eh bien, à ce moment-là, il faut très clairement se poser la question de savoir s'il faut ou pas conserver le titre en portefeuille. Donc, systématiquement, le prix de revient, il faut le garder pour des raisons fiscales, mais systématiquement, quand on investit sur un titre, on met les 3 raisons qui justifient cet investissement. Et d'ailleurs, on reviendra progressivement sur ces 3 raisons-là pour voir où on en est. Deuxième point qui est un point important sur la répartition et sur la façon de travailler, la répartition sectorielle. Un portefeuille, dans notre conception des choses, ce n'est pas une liste de valeurs. Je voudrais reprendre l'histoire de la bulle des techs en 2000. À cette époque-là a été absolument calamiteuse pour les marchés actions et pour l'actionnariat en France. Pourquoi? Parce que vous avez plein de gens qui ont bu le bouillon, fortement, et quand vous regardiez leur portefeuille, vous vous rendez compte de la chose suivante, il n'y avait que des valeurs technologiques en portefeuille. Alors il y en avait 5, 10, 15, parfois j'en ai même vu 25, mais c'était que des techs. Pourquoi on diversifie un portefeuille? Alors quand vous interrogez les gens, vous leur disiez, mais vous rendez-vous compte? Ils disaient, ah oui, mais j'ai diversifié, j'avais plein de valeurs. Pourquoi on diversifie un portefeuille? Imaginons qu'aujourd'hui, je vous donne les 3 chevaux qui vont gagner demain au tiercé. Je vous dis, c'est sûr. Et ces 3-là. Pour gagner, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer ces 3-là. Vous n'allez pas tenter d'autres combinaisons. En fait, pourquoi on diversifie? On diversifie, mais on ne le sait, enfin, intellectuellement, on ne le présente pas comme ça, mais en fait, on diversifie parce que quelque part, on accepte de pouvoir avoir tort. Si je sais que c'est l'action Tartampion qui fera la meilleure performance l'année prochaine, je n'achète que l'action Tartampion. Donc, la diversification, c'est finalement accepter d'avoir tort. Et là encore, si l'on regarde un peu les logiques de finance comportementale, vous, quand vous achetez un titre, vous achetez en vous disant que vous avez raison. Et ça, c'est un biais de comportement. Je vous ai interrogé il y a de cela quelques instants pour savoir si vous conduisiez mieux ou moins bien que la moyenne. Eh bien, grosso modo, personne n'a levé la main. Très peu de gens ont levé la main pour dire qu'ils conduisaient moins bien que la moyenne, et tout le monde a levé la main pour dire que vous conduisiez mieux que la moyenne. Vous êtes un peu plus d'une centaine environ, et la réalité des choses statistiquement, c'est que vous faites la moyenne. Donc, en toute logique, il y aurait dû avoir autant de gens qui me disent « je conduis moins bien que la moyenne » que de gens qui me disent « je conduis mieux que la moyenne ». Tel n'a pas été le cas. En pratique, ça démontre une chose, ça s'appelle le biais de confiance. Vous avez confiance, vous, entre guillemets, surestimez votre situation. Et quand on fait un investissement boursier, on est dans ce réflexe-là, parce qu'on veut y aller. On se dit, j'ai envie d'acheter telle boîte parce que je vais gagner de l'argent. Donc, on a cet élément positif, cet élément de confiance qui existe. Nous, on est là pour vous dire, attention, diversification, la règle, que se passe-t-il si vous avez tort? Et ça amène quoi? Ça amène effectivement à définir des règles de construction de portefeuille qui sont très strictes pour éviter ces biais-là. Deuxième remarque sur ces biais-là, il y a un autre biais qu'on a tous, c'est le biais de proximité. Il y a des sujets qui nous intéressent, il y a des sujets qui ne nous intéressent pas. Ne voyez nul sexisme dans mon propos, mais à l'époque où j'étais directeur de la rédaction de Mieux vivre votre argent, j'avais une rédaction boursière qui était composée de femmes. Eh bien, quand tous les mois on regardait la valeur du mois et qu'on faisait une sélection et qu'on venait me voir en me disant voilà Jean-François, on propose 3 valeurs et puis on échange avec toi, venait plus naturellement L'Oréal ou LVMH que ArcelorMittal ou une industrielle. Pourquoi? Parce qu'on a ces biais-là. Il y a des gens qui ont des portefeuilles qui sont gavés de valeurs foncières. Pourquoi? Parce qu'ils ont un biais sur les valeurs foncières. Le seul truc qu'il y a, c'est que ces biais de comportement,
Ça vous amène à la situation de Méga en 2000, qui avait un biais de confiance, qui était de se dire « ça va monter, donc j'achète », et le biais de comportement qui disait « je travaille dans la technologie, donc je connais bien le sujet et je vais en mettre un maximum ». Et morale de l'histoire, quand le marché se retourne, tout le monde va à la cave, et on dit « les actions, ce n'est pas un bon placement ». Et là, moi, je réponds, je dis « non, ce n'est pas que les actions ne sont pas un bon placement, c'est que vous n'avez pas géré les actions comme il fallait le faire ». Donc, règle, il faut être investi sur 7 secteurs, minimum. Sur nos 10 valeurs, il faut qu'il y en ait 7, il faut qu'il y ait 7 secteurs. Sinon, je considère que je ne suis pas suffisamment réparti. Alors, je vais passer vite là-dessus. Il y a des biais aussi qui peuvent exister sur les typologies de valeurs. Moi, j'aime bien mettre le monde en cases, parce que ça simplifie les réflexions, même si certains diront que parfois c'est un peu simpliste. Vous avez différents types de valeurs. Vous avez des valeurs qui sont des valeurs que moi j'appelle les valeurs de rendement. Autrement dit, une valeur de rendement, c'est des gens qui vous affichent un dividende stable, année après année, sur 5 ans. Pour moi, on est une valeur de rendement dès lors, quand on distribue plus de 3% par an, c'est pas mal. Donc on peut rentrer dans cette famille-là. Vous avez à côté des valeurs qui sont des valeurs de croissance, c'est-à-dire des boîtes qui affichent tous les ans une croissance de leur bénéfice net par action ou une stabilité. Mais en tout cas, ça baisse jamais. Et puis vous avez des valeurs que je vais considérer comme étant atypiques, qui ne rentrent ni dans une caisse ni dans l'autre. Un portefeuille, sur mes 10 titres, je dois être équilibré entre ces titres-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où le marché va être plutôt favorable aux valeurs de rendement, il y a des moments où le marché va être plutôt favorable aux valeurs de croissance, et puis il y a des moments où le marché va être plus favorable aux valeurs atypiques, où on va retrouver les sociétés en retournement, etc. On ne va pas passer notre temps à regarder dans notre boule de cristal pour savoir si le marché est favorable à l'un ou il est favorable à l'autre, parce que quand on se livre à cet exercice-là, à peu près, vous pouvez vous dire qu'on se plante à peu près toujours. Donc moi, je préfère travailler sur plusieurs pieds en disant, dans mon portefeuille, je mets des valeurs de rendement, des valeurs de croissance et des valeurs atypiques. J'ai 10 valeurs, je vais en mettre 3 sur chacune, et puis à la rigueur, ma 10e valeur, je vais faire un peu de timing en me disant, là, je vais considérer qu'il vaut mieux aller plutôt vers là ou plutôt vers là. Donc ça, ces éléments-là sont des éléments de construction de portefeuille qui sont importants. Il faut équipondérer son portefeuille, il faut répartir sectoriellement son portefeuille et il faut répartir entre ces thématiques-là son portefeuille c'est notre seul objectif quand on fait tout ça, être le moins sensible possible aux fluctuations des marchés et dans l'hypothèse extrême où les marchés s'effondrent, de faire en sorte que notre risque de perte maximale soit le plus limité possible. Vous voyez, c'est des règles simples, on se les met sur un bout de papier, derrière, il n'y a plus qu'à les appliquer. Alors, je suis allé trop vite. Pour conclure, parce qu'il me reste quoi? Il me reste 5 minutes, super. Un portefeuille, donc je dis, ce n'est pas une suite de valeurs, un portefeuille, ça se bâtit. Et une fois qu'on l'a bâti, eh bien, on a un exercice à faire, c'est de le suivre. Et comme je dis en plaisantant, conserver un titre, c'est une décision de gestion. Alors comment on va le suivre? Décidément, je suis fâché avec cette ZAP. On va le suivre de la manière suivante. Premièrement, moi ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est les sociétés. Je vous ai fait noter, en achetant un titre, les 3 raisons pour lesquelles vous avez acheté ce titre-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre les sociétés pour voir si les raisons qui nous ont poussés à l'achat sont toujours valables ou pas. Alors, on n'est pas obligé d'y passer. Ceux qui ont envie d'y passer énormément de temps peuvent y passer énormément de temps en lisant toute la presse, etc. Ceux qui n'ont pas envie de s'embêter peuvent prendre leur ordinateur en faisant une recherche sur Google, en mettant une alerte sur le nom de sa société pour voir les informations qui tombent. La technologie nous permet aujourd'hui de faire pas mal de choses. La deuxième des choses que je vais vous recommander, c'est, là encore, je ne suis pas en train d'essayer de vous présenter une méthode d'investissement en action où je vais vous inviter à être collé sur vos écrans à longueur de journée. J'ai sincèrement horreur de ça. L'idée, c'est de se dire, on m'a dit qu'on allait équipondérer notre
portefeuille entre les titres, eh bien, on va, à périodicité régulière, on peut le faire tous les trimestres, on peut le faire tous les semestres, regarder où on en est. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui vont bien s'être comportés, qui pesaient 10% du portefeuille à l'origine, qui, comme ils se comportent bien, vont se retrouver à 15% du portefeuille. Puis il y en a d'autres qui vont moins bien se comporter, qui vont se retrouver à 5% du portefeuille. À ce moment-là, ça doit nous amener à réfléchir pour nous dire, est-ce que finalement je me suis trompé dans mon analyse, et dans ce cas-là, il vaut mieux sortir le titre, ou est-ce que finalement je ne me suis pas trompé dans mon analyse, et dans ce cas-là, j'ai plutôt tendance à le renforcer. A contrario, quand vous avez un titre qui pesait 10% du portefeuille et qui maintenant en pèse 15% parce qu'il a bien progressé, de grâce, si vous regardez le dossier et que vous vous dites « j'ai eu raison dans mon analyse », vous vendez. En tout cas, vous vendez partiellement. Pourquoi? Parce que d'habitude, ce qu'on fait en pareille situation, c'est qu'on se dit « chouette, ça marche ». Donc comme ça marche, je remets une couche. Donc je rajoute une exposition supplémentaire sur ce titre-là. Le seul hic, c'est que le jour où ça ne marche pas, donc le jour où je me mets dans mon risque extrême, eh bien, vous avez une position qui est absolument gigantesque, et quand ce titre-là, il part à la cave, ben, vous vous retrouvez avec 20-25% de votre portefeuille sur ce titre-là, et ce jour-là, quand vous regardez la performance globale de votre portefeuille, croyez-moi, vous êtes excessivement mécontent. Dernier point, et je conclus, et je respecterai l'horaire. Dernier point, ne mettons pas l'investissement en action seul dans son coin. L'investissement en action tel que je vous l'ai présenté, j'ai mis d'un côté mon épargne de précaution, d'un autre côté, j'ai mis ma partie investissement. Et dans ma partie investissement, je vous ai dit, pour analyser la notion de risque, que j'allais regarder ma performance globale. Ma performance globale avec mon fonds en euros plus mon investissement action pour voir ce que ça allait faire. Regardez, définissez-vous un équilibre et regardez au moins une fois par an, si vous n'êtes pas soumis à l'ISF, forcez-vous grosso modo à vous faire votre déclaration d'ISF, mais vous ne l'envoyez pas au fisc, pour faire l'équilibre de votre patrimoine et regardez où vous en êtes. Je prends l'exemple suivant. 1998, imaginons que je me sois mis dans une situation considérant que, grosso modo, j'étais prêt à assumer un risque qui était, je le fais pour des raisons mathématiques parce que c'est plus facile à comprendre, 50% en actions et 50% sur un fonds en euros. Je me mets en 98 comme ça. Les marchés montent. Et en fait, si je regarde en 99 où j'en suis, je ne suis pas loin d'une situation où j'ai 65% d'actions et 35% sur mon fonds en euros. Personne ne regarde son patrimoine comme ça. C'est une erreur. Parce que si on regarde son patrimoine comme ça, on se dit « Ouh là là !» Moi, je m'étais défini un équilibre, c'était 50-50. Là, je suis 65-35, donc je deviens très, très, très risqué en action. Est-ce que je suis prêt à assumer cette phase de risque? Les Français, eux, traditionnellement, ils ne font pas ça, hein. Ils ne font pas cette étude-là. Ils disent les actions ont monté, il y a la preuve qu'il faut en acheter. Donc en 99, là où, d'un point de vue patrimonial, il fallait alléger les portefeuilles, non pas parce qu'on se posait la question des perspective des marchés actions. Excusez-moi, mais à la rigueur, cette question-là, on s'en moque un peu. On était simplement arrivé à une situation de risque sur le portefeuille des gens qui étaient investis qui devenait trop importante. Et comme on est toujours en train de courir après les opportunités, comme on est toujours, pour déterminer les opportunités, à regarder ce qui s'est passé dans les mois précédents, mais à ce moment-là, on rajoutait du risque. Et à ce moment-là, la crise est survenue et on a dit l'investissement action est un mauvais investissement. Je réponds non, ce n'est pas l'investissement action qui est un mauvais investissement, c'est qu'on a mal fait les investissements en action. À partir de là, on peut jouer comme on veut, avec les valeurs qu'on veut, avec les critères que l'on veut, mais il y a vraiment une règle, et c'est le message qu'on veut vous faire passer, pour bien réussir un investissement en action, on sait qu'il y a des biais comportementaux, il faut les corriger, et croyez-moi, c'est la meilleure façon, ça fait une dizaine d'années que je teste cette méthode, c'est la meilleure façon, croyez-moi, d'investir, j'aurais presque tendance à dire presque tranquillement, sur les marchés financiers,
autrement dit, sans trop subir les aléas de la volatilité. Merci.